Chaque jour, des situations nous mettent à l'épreuve. Une remarque blessante, une attente interminable, un imprévu qui bouleverse nos plans. Pourtant, certaines personnes semblent garder un calme imperturbable, comme si rien ne pouvait les atteindre. Ce n'est pas un don, ni une magie, c'est une pratique. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, nous enseigne à ne plus être les esclaves de nos émotions. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ne plus jamais s'énerver ni être dérangé par personne. Il ne s'agit pas de fuir les conflits ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de transformer notre regard sur le monde, de reprendre le contrôle là où nous avons du pouvoir, en nous-mêmes. En comprenant ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, nous libérons notre esprit du tumulte extérieur. Le calme n'est pas une réaction, c'est un choix. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire ce choix, chaque jour, avec clarté et force intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Personne ne peut vous énerver sans votre permission. Imaginez quelqu'un vous insulte ou vous critique. Votre première réaction est peut-être la colère, l'indignation. Mais saviez-vous que cette émotion ne vient pas de l'autre? Elle naît en vous, de votre propre jugement. Les stoïciens disaient « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » En d'autres termes, c'est votre interprétation qui déclenche votre réaction, pas l'action elle-même. Prenons un exemple simple. Si un inconnu vous traite d'imbécile dans la rue, vous pouvez choisir d'ignorer ces mots. Pourquoi? Parce que vous ne lui accordez aucune importance. Mais si c'est votre patron ou un proche qui dit la même chose, la blessure est plus forte. Pourtant, les mots sont identiques. La différence? L'importance que vous leur donnez. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir ce qui nous affecte. Alors, comment garder le contrôle? En prenant une pause avant de réagir. Respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que cette personne mérite vraiment mon énergie? Souvent, la réponse est non. Une fois que vous réalisez que votre colère dépend de vous, et non des autres, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus une marionnette tirée par les circonstances, mais un être capable de choisir sa réponse. Les événements extérieurs sont neutres. C'est nous qui leur donnons un sens. Si votre collègue vous interrompt en réunion, vous pouvez y voir une attaque personnelle ou simplement un manque de tact. L'un vous met en rage, l'autre vous fait hausser les épaules. Le stoïcisme nous enseigne à questionner nos interprétations avant de laisser les émotions prendre le dessus. Pratiquez ceci. La prochaine fois que quelque chose vous énerve, arrêtez-vous. Observez votre réaction comme si vous étiez un spectateur. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Est-ce justifié? Ce simple recul change tout. Au lieu de subir vos émotions, vous les maîtrisez. Et c'est là que réside la vraie liberté. Bien sûr, ce n'est pas facile. Nous sommes programmés pour réagir vite, surtout face à ce que nous percevons comme une injustice. Mais chaque fois que vous résistez à l'impulsion de exploser, vous musclez votre self-control. Comme un philosophe stoïcien qui reste calme dans la tempête, vous apprenez à naviguer les conflits sans vous laisser submerger. Un autre outil puissant, relativiser. Dans un an, cette dispute aura-t-elle encore de l'importance? Probablement pas. Alors pourquoi lui donner tant de poids maintenant? Le stoïcisme nous invite à voir les choses avec perspective. Ce qui semble grave sur le moment est souvent insignifiant à long terme. Rappelez-vous, les autres n'ont pas de pouvoir direct sur votre paix intérieure. Ils peuvent crier, critiquer, vous décevoir. Mais c'est à vous de décider si cela vous atteint. En travaillant sur vos jugements, vous devenez moins vulnérable aux provocations. Vous n'êtes plus esclave des circonstances, mais maître de vos réactions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous énerver, souriez intérieurement. Il cherche une réaction, mais vous savez désormais que votre tranquillité ne dépend que de vous. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Comprendre que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Et vous, quelle situation récente vous a énervé? Auriez-vous pu la voir différemment? Partagez en commentaire. C'est en pratiquant ensemble que nous progressons. Leçon 2.
Contrôlez votre réponse, pas les événements. La vie est pleine de situations que nous ne maîtrisons pas. Un train en retard, une file d'attente interminable, une remarque désobligeante. Mais il y a une chose qui nous appartient toujours, notre façon d'y répondre. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, le disait clairement. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Prenons l'exemple d'une longue file à la caisse du supermarché. La plupart des gens s'énervent, soupirent, regardent leur montre. Pourtant, cette attente ne changera pas parce qu'on s'agite. Alors, pourquoi gaspiller son énergie? Les stoïciens y voient une opportunité. Travailler sa patience, observer les autres, ou simplement profiter de ce moment pour respirer. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être indifférents, mais de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Vous ne contrôlez pas la lenteur de la caissière, mais vous contrôlez votre réaction. Vous ne pouvez pas empêcher la pluie, mais vous pouvez choisir de ne pas la laisser gâcher votre journée. Cette simple prise de conscience change tout. Imaginez deux personnes dans les mêmes embouteillages. L'une klaxonne, s'énerve, maudit les autres conducteurs. L'autre écoute un podcast, profite de ce temps pour réfléchir. La situation est identique, mais l'expérience vécue est radicalement différente. La première souffre, la seconde reste en paix. Où préférez-vous vous situer? Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Quand quelque chose nous touche profondément, une injustice, une trahison, rester calme demande un effort. Mais c'est justement dans ces moments que le stoïcisme est le plus utile. Au lieu de subir, on peut choisir une réponse constructive, analyser, apprendre ou simplement laisser passer. Un autre outil précieux, se demander « est-ce que cette situation durera encore dans un mois ?» Souvent, la réponse est non. Alors, pourquoi lui donner tant d'importance maintenant? Les stoïciens appellent cela la vue d'en haut. Prendre du recul pour voir les choses avec plus de clarté. Pratiquez dès aujourd'hui. La prochaine fois qu'un événement désagréable se produit, un retard, une critique, rappelez-vous, vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez ce qui se passe en vous. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Marc Aurèle lui-même, malgré les guerres et les trahisons qu'il a vécues, écrivait « Aujourd'hui, je sortirai de chez moi. Les gens seront égoïstes, ingrats, arrogants. Mais je ne peux ni m'en offusquer ni les haïr, car nous sommes faits pour vivre ensemble. » Une leçon de sagesse toujours d'actualité. Alors, la prochaine fois que la vie vous met à l'épreuve, souvenez-vous, ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que vous en faites. Et vous, quelle situation récente avez-vous transformée en exercice stoïcien? Partagez votre expérience. C'est en pratiquant ensemble que nous progressons. Leçon 3. Les gens agissent souvent par ignorance, pas par malveillance. Combien de fois vous êtes-vous senti blessé par les actions d'autrui, persuadé qu'elles visaient à vous nuire? Le stoïcisme nous invite à considérer une autre perspective. La plupart du temps, les gens ne font pas le mal volontairement. Ils agissent simplement selon leur propre compréhension du monde, qui peut être limitée ou erronée. Comme le disait Marc Aurèle, tout mal vient de l'ignorance. Prenons un exemple concret. Un ami oublie votre anniversaire. Votre première réaction pourrait être de vous sentir négligé. Mais avant de vous fâcher, posez-vous cette question. Cet oubli vient-il vraiment d'un manque d'affection ou simplement d'une distraction passagère? 9 fois sur 10, vous réaliserez qu'il s'agit d'un simple manque d'attention, pas d'une volonté de vous blesser. Cette façon de voir les choses change tout. Quand nous comprenons que les comportements blessants proviennent souvent d'une méconnaissance plutôt que d'une mauvaise intention, il devient plus facile de pardonner. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous libère du poids de la rancœur. C'est l'un des cadeaux les plus précieux que le stoïcisme nous offre. La colère, quant à elle, est comme un feu qui s'éteint aussi vite qu'il s'allume. Les stoïciens la comparaient à une folie passagère. Mais comment l'éviter? En apprenant à la repérer dès ses premiers signes. Cette tension dans la poitrine, cette chaleur qui monte au visage, ce sont des signaux d'alarme. Si nous les ignorons, la colère prend le contrôle.
Si nous les reconnaissons, nous gardons notre libre arbitre. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route en voiture. Votre première impulsion est peut-être de klaxonner avec rage. Mais arrêtez-vous un instant. Ce conducteur était-il vraiment mal intentionné ou simplement distrait? Peut-être rentre-t-il chez lui après une longue journée, préoccupé par ses propres soucis. Cette simple réflexion peut désamorcer votre colère naissante. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, enseignait « Quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton jugement qui t'irrite ». En d'autres termes, ce n'est pas l'action de l'autre qui nous trouble, mais notre interprétation de cette action. Changer notre regard change donc tout. Pratiquons ensemble. La prochaine fois que quelqu'un vous vexera, essayez cet exercice. D'abord, respirez profondément 3 fois. Ensuite, demandez-vous, cette personne savait-elle vraiment qu'elle me blesserait? Avait-elle conscience des conséquences de ses actes? Vous verrez combien souvent la réponse vous apaisera. Le stoïcisme ne nous demande pas de tout accepter sans réagir. Il nous enseigne simplement à distinguer les véritables offenses des maladresses involontaires. Cette nuance fait toute la différence dans nos relations avec autrui et avec nous-mêmes. Sénèque comparait la colère à une chute. Il est plus facile de prévenir que de guérir. En apprenant à reconnaître ces premiers signes, nous pouvons éviter bien des conflits inutiles. Et surtout, nous préservons notre tranquillité d'esprit, ce bien si précieux. Et vous? Quelle situation récente vous a permis de mettre en pratique cette vision stoïcienne des relations humaines? Partagez votre expérience. C'est en échangeant nos histoires que nous progressons ensemble sur le chemin de la sagesse. Leçon 4. Entre stimulus et réponse, il existe un espace. La vie nous lance constamment des défis. Un mot blessant, une situation frustrante, une mauvaise nouvelle. Notre premier réflexe est souvent de réagir immédiatement, emporté par l'émotion du moment. Mais les stoïciens ont découvert un secret puissant. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe toujours un espace, aussi petit soit-il. Cet espace, c'est notre liberté. Imaginez qu'un collègue critique votre travail devant toute l'équipe. Votre première impulsion pourrait être de contre-attaquer ou de vous justifier vivement. Mais si vous prenez juste 3 secondes pour respirer profondément, tout change. Ces quelques instants vous permettent de passer du mode réaction automatique au mode réponse réfléchie. C'est dans cet intervalle que réside toute la sagesse du stoïcisme. Cet espace entre stimulus et réponse fonctionne comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il se développe. Au début, il peut être difficile de résister à l'envie de réagir immédiatement. Mais avec la pratique, on découvre qu'on a toujours le choix. Répondre avec calme, ignorer la provocation, ou même transformer la critique en opportunité d'apprentissage. Les stoïciens comparaient l'esprit humain à un jardin. Les événements extérieurs sont comme le vent qui souffle. Nous ne pouvons pas les contrôler. Mais nous pouvons décider quelles graines laisser pousser dans notre jardin intérieur. Une parole désagréable peut germer en colère si nous la laissons faire, ou se dissiper comme un nuage si nous choisissons de ne pas lui donner d'importance. Prenons un exemple concret. Vous recevez un email agressif. Votre doigt tremble au-dessus du bouton « Répondre ». C'est précisément à ce moment que vous avez le pouvoir de faire une pause, de vous lever, peut-être de faire quelques pas. Ce simple geste physique crée un espace mental qui vous évite d'envoyer une réponse regrettable. Combien de conflits pourrions-nous éviter avec cette pratique simple? Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais le sens que nous lui donnons dans cet espace entre ce qui arrive et notre réaction. Voici un exercice stoïcien puissant. Dès aujourd'hui, choisissez une situation banale, un embouteillage, une file d'attente, pour pratiquer la pause consciente. Observez votre première réaction, puis retardez délibérément votre réponse de quelques secondes. Avec le temps, cet espace s'élargira naturellement, même dans les situations plus tendues. Marc Aurèle nous rappelle « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. »
Cette force réside précisément dans notre capacité à utiliser cet espace entre ce qui nous arrive et ce que nous en faisons. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. Vous pouvez laisser passer la première vague émotionnelle, puis choisir en pleine conscience comment répondre. C'est cela, la véritable maîtrise de soi selon le stoïcisme. Et vous ? Quel espace avez-vous réussi à créer récemment entre un événement difficile et votre réponse? Partagez votre expérience. Vos exemples pourraient inspirer d'autres personnes sur le chemin de la sagesse pratique. Leçon 5. Ne laissez pas les émotions des autres devenir les vôtres. Vous est-il déjà arrivé de passer une excellente journée pour voir votre humeur s'assombrir brusquement au contact de quelqu'un de stressé ou de colérique? Comme par magie, leur état émotionnel est devenu le vôtre. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne sommes pas obligés d'adopter les émotions qui nous entourent. Nous pouvons choisir de les observer sans nous y noyer. Prenons une scène courante. Un collègue entre dans votre bureau, furieux contre un client. Son visage est rouge, sa voix tremble. Vous avez deux options. Vous laisser contaminer par sa colère et vous sentir à votre tour tendu, ou rester un observateur conscient. La première option est instinctive. La seconde demande de la pratique, mais c'est précisément cette capacité de discernement que cultive le stoïcisme. Nos émotions sont souvent le reflet de nos attentes. Quand nous nous sentons blessés par le comportement de quelqu'un, c'est généralement parce que nous avions imaginé qu'il agirait différemment. Mais posons-nous cette question. Pourquoi est-ce que j'attendais cela de cette personne? Est-ce réaliste? En examinant nos attentes, nous découvrons souvent que notre déception vient plus de nos projections que de la réalité. Imaginez un ami qui annule un rendez-vous à la dernière minute. Vous pourriez vous sentir rejeté. Mais si vous prenez du recul, vous réaliserez peut-être qu'il traverse simplement une période difficile. Son comportement parle de sa situation, pas de votre valeur. Les stoïciens appelaient cela « séparer les faits de leur interprétation », une compétence qui préserve notre tranquillité d'esprit. La prochaine fois que vous sentirez une émotion négative vous envahir à cause de quelqu'un d'autre, essayez cet exercice simple. 1. Nommez l'émotion « je ressens de l'irritation ». 2. Identifiez son déclencheur « mon chef a élevé la voix ». 3. Demandez-vous « est-ce que je dois vraiment adopter cette émotion ?» Ce processus semble basique, mais il crée une distance salutaire entre vous et l'émotion. Vous passez du statut de victime passive à celui d'observateur actif. Sénèque comparait les émotions à des virus. Elles se propagent facilement si nous n'y prenons garde. Mais il notait aussi que personne ne devient fou sans y consentir. En d'autres termes, nous avons toujours le choix d'accepter ou non l'état émotionnel que les autres tentent de nous transmettre. Le stoïcisme ne nous recommande pas l'indifférence, mais la juste distance. Nous pouvons compatir à la colère d'un ami sans la faire nôtre. Nous pouvons comprendre la tristesse d'un proche sans nous y perdre. Cette capacité à être présent sans être absorbé est l'un des plus beaux cadeaux de la philosophie stoïcienne. Pratiquez cette semaine l'art du bouclier émotionnel. Quand vous sentez que l'humeur de quelqu'un commence à vous influencer, souvenez-vous, ses émotions lui appartiennent, les vôtres vous appartiennent. Cette frontière invisible est la clé de votre équilibre intérieur. Et vous? Quelle situation récente vous a montré comment protéger votre paix intérieure face aux émotions des autres? Partagez votre expérience. Vos témoignages aident toute notre communauté à progresser. Leçon 6. Les attentes causent souvent la souffrance. Combien de fois avons-nous été déçus parce que quelqu'un n'a pas agi comme nous l'espérions? Un ami oublie un événement important, un collègue ne rend pas un travail à temps, un membre de la famille ne réagit pas comme prévu. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Une grande partie de notre souffrance vient non pas des actions des autres, mais de nos attentes à leur égard. Chaque personne voit le monde à travers le filtre unique de son histoire, de ses valeurs et de ses expériences. Ce que vous considérez comme évident peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Quand nous oublions cette réalité, nous créons sans le savoir les conditions de notre propre frustration. La clé?
Remplacez nos attentes rigides par une compréhension empathique. Prenons un exemple concret. Vous avez préparé un dîner soigné pour votre partenaire, qui arrive en retard et semble distrait. Votre première réaction pourrait être de vous sentir négligé. Mais si vous considérez qu'il vient peut-être de passer une journée éprouvante, votre perspective change. Le stoïcisme ne dit pas de tout accepter sans discussion, mais de commencer par chercher à comprendre avant de juger. Nos attentes sont souvent des contrats invisibles que nous établissons sans l'accord des autres. Nous imaginons comment les gens devraient se comporter, puis nous blessons quand ils agissent différemment. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à une question radicale. Sur quoi repose réellement cette attente? Bien souvent, nous découvrons qu'elle vient plus de nos désirs que de la réalité de l'autre. L'empathie agit comme un antidote puissant à cette souffrance inutile. Essayer de voir la situation du point de vue de l'autre ne signifie pas approuver son comportement, mais simplement reconnaître qu'il a ses propres raisons qui peuvent nous échapper. Cette prise de conscience nous libère du piège de prendre tout personnellement. Marc Aurèle nous conseillait: lorsque quelqu'un te contrarie, demande-toi, quelle conception du bien et du mal l'a conduit à agir ainsi? Cette simple question transforme notre irritation en curiosité, notre colère en compréhension. Elle crée un espace où le dialogue peut remplacer le conflit. Pratiquons cet exercice stoïcien. La prochaine fois qu'une personne vous décevra, au lieu de réagir immédiatement, essayez de 1. Identifier votre attente non satisfaite. 2. Vous demandez si cette attente était réaliste. 3. Cherchez au moins une explication possible, autre que « c'est contre moi ». Vous découvrirez que la plupart des comportements qui vous blessent ne sont en réalité presque jamais dirigés contre vous personnellement. Ils reflètent simplement l'univers mental de l'autre personne. Le stoïcisme ne nous demande pas d'abandonner toute attente, mais de les rendre conscientes et flexibles. Quand nous acceptons que les autres voient et vivent le monde différemment, nous nous épargnons bien des tourments inutiles. Notre paix intérieure s'en trouve considérablement renforcée. Et vous? Quelle attente irréaliste vous a récemment causé de la souffrance? Comment l'empathie vous a-t-elle aidé à voir la situation différemment? Partagez votre expérience. Vos réflexions éclairent le chemin de toute notre communauté. La plupart de nos déceptions relationnelles naissent d'un malentendu fondamental. Nous croyons que les autres partagent nos priorités et nos valeurs. Pourtant, chacun porte un bagage émotionnel unique façonné par des expériences que nous ne pouvons pas toujours imaginer. Quand votre frère oublie votre anniversaire, ce n'est pas nécessairement un manque d'affection, mais peut-être le reflet d'une éducation où ces marques d'attention n'étaient pas valorisées. Le stoïcisme nous invite à remplacer nos jugements hâtifs par une curiosité bienveillante. Qu'est-ce qui dans son histoire pourrait expliquer ce comportement? Cette simple question ouvre la porte à plus de compréhension et moins de conflits. Les attentes non exprimées sont des bombes à retardement émotionnel. Nous imaginons que nos proches devraient deviner nos besoins, puis nous blessons quand ils n'y répondent pas. Mais comment pourraient-ils savoir ce que nous n'avons jamais formulé clairement? Un exercice puissant consiste à transformer nos attentes implicites en demandes explicites. Au lieu de penser « mon équipe devrait anticiper ce problème », essayez « je vais leur montrer comment identifier ces signaux ». Ce changement de perspective, typique du stoïcisme pratique, transforme la frustration en opportunité de croissance collective. La publicité et les réseaux sociaux entretiennent l'illusion que tout le monde devrait être toujours disponible, heureux et performant. Ces standards irréalistes polluent nos relations en créant des attentes impossibles à satisfaire. Quand votre conjoint a besoin de solitude après une journée de travail, ce n'est pas un rejet de votre compagnie, mais un besoin légitime de recharge. Les stoïciens de l'Antiquité n'avaient pas Instagram, mais ils comprenaient déjà le danger de comparer sa vie interne aux apparences extérieures des autres. Leur conseil: compare-toi à toi-même d'hier, pas au masque des autres. Certaines attentes sont culturellement programmées sans que nous en soyons conscients. Dans certaines familles, ne pas s'appeler quotidiennement signifie un manque d'amour. Dans d'autres, cela témoigne d'une saine autonomie. Quand deux visions du monde se heurtent, aucun des partis n'a tort. Ils fonctionnent simplement selon des codes différents.
Le stoïcisme nous enseigne à identifier ces programmations invisibles en nous demandant « Cette attente vient-elle vraiment de moi ou m'a-t-elle été inculquée ?» Cette clarification prévient bien des malentendus relationnels. Les enfants sont souvent les victimes inconscientes de nos attentes projetées. Nous voulons qu'ils excellent là où nous avons échoué, qu'ils partagent nos passions ou compensent nos regrets. Mais chaque être développe sa propre personnalité, parfois très différente de nos fantasmes parentaux. Marc Aurèle lui-même, malgré ses responsabilités d'empereur, notait dans ses pensées « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. » Un conseil précieux pour les parents comme pour les dirigeants. Dans le monde professionnel, les attentes démesurées créent des tensions évitables. Un manager qui exige la même implication de tous oublie que chacun a une vie hors du bureau, des limites physiques et des motivations différentes. La philosophie stoïcienne suggère plutôt de fixer des objectifs clairs tout en acceptant les chemins divers pour y parvenir. Concentre-toi sur le résultat, pas sur la méthode, aurait dit Sénèque à un chef d'entreprise moderne. Cette flexibilité intelligente préserve à la fois l'efficacité et l'harmonie d'équipe. Les relations amoureuses souffrent particulièrement du poids des attentes romantiques. Les films nous ont appris que, si c'est le bon, elle doit tout comprendre sans parler. En réalité, même les couples les plus complices doivent constamment négocier leurs besoins et limites. Le stoïcisme propose un antidote radical au romantisme toxique. Traiter son partenaire comme un allié qu'on choisit chaque jour, pas comme un personnage de conte qui doit combler tous nos manques. Cette vision mature transforme les déceptions en occasion de renforcer le lien. Même nos attentes envers nous-mêmes méritent d'être réexaminées. Combien de souffrance vient de cette voix intérieure qui murmure « Tu devrais déjà avoir accompli X à ton âge ». Ces « devoirs » sont souvent des emprunts à des normes sociales qui ne nous correspondent pas vraiment. Les stoïciens recommandaient de distinguer entre ce qui dépend réellement de nous, nos efforts, notre intégrité, et ce qui ne dépend pas de nous, les résultats, la reconnaissance. Cette distinction libératrice réduit l'autoflagellation inutile. L'empathie stoïcienne va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Il s'agit de cultiver une curiosité active pour l'univers mental d'autrui. Quand un automobiliste vous coupe la route, au lieu de maudire « quel connard », imaginez qu'il conduit peut-être un enfant malade à l'hôpital. Cette pratique ne justifie pas les comportements dangereux, mais elle protège votre paix intérieure en remplaçant la colère par une interrogation humanisante. Comme le notait Épictète, on ne trouble pas les hommes, mais les jugements qu'on a sur les hommes. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que nos attaches et attentes définissent les contours de nos souffrances possibles. Plus nous investissons émotionnellement dans des résultats précis, une promotion, une réconciliation, plus nous nous exposons à la déception. Cela ne signifie pas de renoncer à toute aspiration, mais d'apprendre à distinguer entre ce que nous contrôlons, nos actions, et ce que nous ne contrôlons pas, les résultats. Cette sagesse pratique, testée depuis des siècles, reste aujourd'hui notre meilleure boussole pour naviguer les relations humaines avec résilience et sérénité. Leçon 7. Lâchez le besoin d'avoir raison. Combien de disputes inutiles avons-nous alimentées simplement parce que nous tenions absolument à prouver notre point? Le stoïcisme nous invite à une révolution intérieure. Renoncer au besoin compulsif d'avoir raison. Ce lâcher-prise n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'une sagesse supérieure. Quand nous arrêtons de nous battre pour gagner chaque débat, nous préservons notre énergie pour ce qui compte vraiment. Imaginez une discussion politique en famille où chacun campe sur ses positions. Les voix s'élèvent, les arguments fusent, mais personne ne change vraiment d'avis. À quoi bon? Les stoïciens distinguaient clairement entre les discussions constructives et les joutes égotiques. Souvent, ce n'est pas la vérité que nous défendons, mais notre orgueil blessé. Reconnaître cette nuance change tout. Prenons un exemple quotidien. Votre collègue insiste pour utiliser une méthode que vous savez inefficace. Vous pourriez passer des heures à débattre, ou simplement laisser faire et montrer par l'exemple. Curieusement, quand nous abandonnons le besoin de convaincre, notre influence grandit souvent. Les actions parlent plus fort que les arguments. Comme le disait Marc Aurèle,
Ce qui nous nuit, c'est l'opinion que nous avons de ce qui nous nuit. Ce principe est particulièrement précieux dans les relations intimes. Combien de couples s'épuisent dans des querelles sur qui a dit quoi ou qui a commencé? Le stoïcisme propose une alternative radicale. Remplacer « je dois avoir raison » par « je veux préserver notre lien ». Ce changement de priorité transforme les conflits en opportunités de rapprochement. Après tout, préférez-vous être heureux ou avoir raison? L'attachement à avoir raison vient souvent d'une peur inconsciente. Si je ne défends pas ma position, est-ce que cela signifie que je n'ai pas de valeur? Les stoïciens répondraient que notre valeur ne dépend pas de nos opinions, mais de notre intégrité. On peut abandonner un argument sans abandonner son self-respect. En réalité, c'est même le contraire. Reconnaître ses limites cognitives est un signe de force mentale. Un exercice pratique. La prochaine fois qu'un désaccord s'envenime, essayez de dire « tu as peut-être raison », même si vous n'en êtes pas totalement convaincu. Observez comment cette simple phrase désamorce les tensions. Vous constaterez qu'en lâchant le besoin de gagner, vous gagnez en fait quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure et des relations plus harmonieuses. Le stoïcisme ne suggère pas de devenir passif face à l'erreur, mais de choisir ses batailles avec discernement. Avant d'engager une controverse, demandez-vous « quel est l'enjeu réel ? Est-ce que corriger cette personne apportera quelque chose de positif ?» Bien souvent, vous réaliserez que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sénèque observait avec justesse, la colère est une courte folie. On pourrait en dire autant de l'entêtement, avoir raison. Les deux nous privent de notre liberté intérieure. Quand nous cessons de voir chaque discussion comme un combat à gagner, nous découvrons une nouvelle façon d'être en relation, fondée sur l'écoute plutôt que sur la domination verbale. En fin de compte, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, c'est faire un cadeau à soi-même autant qu'aux autres. Nous économisons une énergie précieuse, nous préservons nos relations et nous cultivons cette qualité si rare aujourd'hui, l'humilité intellectuelle. Comme le pratiquaient les grands stoïciens, c'est en reconnaissant ce que nous ne savons pas que nous devenons véritablement sages. Et vous, quelle récente discussion avez-vous transformée en choisissant la relation plutôt que la victoire? Partagez votre expérience. Ces témoignages concrets aident toute notre communauté à progresser vers plus de sagesse pratique au quotidien. Le besoin obsessionnel d'avoir raison est souvent le masque de notre insécurité intérieure. Nous croyons défendre des idées alors que nous protégeons en réalité notre ego fragile. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ces deux niveaux. On peut être passionné par la vérité sans s'identifier à ses opinions. Quand nous séparons notre valeur personnelle de nos positions intellectuelles, les désaccords deviennent de simples échanges plutôt que des combats existentiels. Cette distance salutaire est la clé pour discuter sans s'empoisonner l'esprit. Dans les débats professionnels, l'attachement à sa propre vision bloque souvent l'innovation. L'histoire des sciences montre que les grandes avancées surviennent quand quelqu'un ose dire « je me suis trompé ». Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'art du doute systématique, examiner ses certitudes comme si elles pouvaient être fausses. Appliqué au travail, cet exercice transforme les réunions en espaces de co-création plutôt qu'en champ de bataille d'ego. La vérité n'appartient à personne, elle se découvre ensemble. Les relations familiales souffrent particulièrement de notre rigidité mentale. Combien de fêtes gâchées parce qu'on a tenu à prouver son point sur un détail historique ou politique? Le stoïcisme propose une question libératrice. Qu'est-ce qui est plus important, mon opinion sur ce sujet ou l'harmonie de ce repas en famille? En choisissant systématiquement la relation plutôt que la controverse, nous construisons des souvenirs joyeux plutôt que des rancœurs tenaces. La vie est trop courte pour ces batailles insignifiantes. L'éducation des enfants offre un terrain parfait pour pratiquer le lâcher-prise. Insister pour avoir raison avec un adolescent en crise revient souvent à jeter de l'huile sur le feu. Les philosophes stoïciens recommandaient plutôt l'art de la retenue stratégique. Parfois, le silence enseigne plus que 1000 mots. En laissant l'expérience naturelle montrer les conséquences des choix, quand c'est sans danger, nous permettons à nos enfants d'apprendre par eux-mêmes. Cette patience reflète une maturité bien plus impressionnante que toutes les leçons moralisatrices. Sur les réseaux sociaux,
le besoin maladif de corriger chaque erreur devient un piège épuisant. Scrollons-nous vraiment pour éduquer des inconnus ou pour nourrir notre illusion de supériorité? Marc Aurèle nous rappelle: est-il utile que tu dises cela? Est-il utile que tu l'entendes? Avant de commenter, ce filtrage stoïcien nous éviterait bien des conflits stériles. L'énergie préservée pourrait alors servir à des échanges réels avec notre entourage proche. Dans le couple, l'accumulation de « tu avais tort »,« j'avais raison » crée une toxicité relationnelle sournoise. Le stoïcisme propose une alternative radicale: tenir un « journal des renoncements » où l'on note chaque fois qu'on choisit délibérément de ne pas insister sur son bon droit. Ce simple exercice révèle combien nos disputes étaient futiles et combien d'énergie nous gaspillons. Progressivement, on découvre la joie paradoxale d'abandonner sa position. Une libération bien plus douce que la satisfaction éphémère des « avoir gagné ». Au plan politique, notre époque idolâtre les polémistes qui ne concèdent jamais d'erreur. Pourtant, l'histoire admire bien plus les leaders capables de dire « je me suis trompé ». Les grands stoïciens comme Caton pratiquaient ce qu'ils appelaient la souplesse des forts, la capacité à changer d'avis sans perdre leur intégrité. Cette qualité, rare aujourd'hui, pourrait révolutionner nos débats publics si nous la cultivions individuellement. Une société mature a besoin de citoyens fermes dans leurs valeurs mais flexibles dans leurs opinions. Le besoin d'avoir raison devient particulièrement absurde face à l'immensité de ce que nous ignorons. Comme le notait Sénèque, plus j'apprends, plus je découvre mon ignorance. Adopter cette humilité intellectuelle transforme chaque conversation en opportunité d'apprendre plutôt qu'en performance à donner. Les personnes vraiment savantes écoutent plus qu'elles ne parlent, questionnent plus qu'elles n'affirment. Ce paradoxe stoïcien, moins on insiste sur son savoir, plus on devient sage, est une leçon d'humilité pour notre époque bruyante. Au crépuscule de la vie, peu se souviennent des débats qu'ils ont gagnés, mais tous chérissent les relations qu'ils ont su préserver. Cette perspective stoïcienne, envisager nos actions à l'aune de notre mort, révèle la futilité de tant de nos conflits. Qu'importe qui avait raison sur ce détail il y a 20 ans, ce qui compte, c'est l'amour partagé, les rires communs, la paix cultivée. En gardant cette vérité simple à l'esprit, nos priorités quotidiennes s'ajustent naturellement vers l'essentiel. En fin de compte, lâcher le besoin d'avoir raison est un acte de confiance en la vie. Les stoïciens croyaient à une raison universelle, le logo, qui dépasse nos petites certitudes individuelles. En relâchant notre emprise sur nos opinions, nous nous alignons sur cette sagesse plus grande. Paradoxalement, c'est quand nous arrêtons de nous battre pour prouver notre vérité que nous devenons des canaux pour la vérité. Cette ouverture d'esprit, loin d'être une faiblesse, est le sommet de la force philosophique et la clé de relations véritablement enrichissantes. Leçon 8. Les critiques reflètent souvent l'insécurité de l'autre. Recevoir une critique est rarement agréable, mais le stoïcisme nous offre une perspective rafraîchissante. Ce que les autres disent de nous en dit souvent plus sur eux que sur nous-mêmes. Quand quelqu'un vous juge sévèrement, c'est fréquemment le signe de ses propres peurs ou insécurités. Un collègue qui critique votre travail sans raison valable, peut-être se sent-il lui-même incompétent. Un proche qui relève sans cesse vos défauts, il projette probablement ses propres insatisfactions. Cette prise de conscience change radicalement notre façon de recevoir les remarques désagréables. Imaginez que vous receviez un commentaire acide sur votre tenue vestimentaire. Avant de vous sentir blessé, posez-vous cette question stoïcienne. Cette personne est-elle vraiment un expert en style ou cherche-t-elle simplement à se valoriser en me rabaissant? En analysant la source plutôt que le contenu de la critique, vous lui ôtez son pouvoir de nuisance. Vous transformez ainsi une attaque personnelle en simple information sur l'état d'esprit de l'autre. Bien sûr, certaines critiques peuvent être constructives. Le stoïcisme ne nous demande pas de tout rejeter en bloc, mais de développer un filtre intelligent. Avant de réagir émotionnellement, pratiquez ce tri en 3 étapes. 1. Identifier l'intention derrière les mots, aide réelle ou décharge émotionnelle. 2. Évaluer la compétence réelle du critiqueur dans le domaine concerné. 3. Décidez si cette remarque mérite vraiment votre énergie.
Ce processus vous évitera de gaspiller votre temps précieux avec des commentaires inutiles. Marc Aurèle nous rappelait: si quelqu'un te dit qu'on parle mal de toi, ne te défends pas contre les propos qu'on te rapporte, mais réponds: il ignorait apparemment mes autres défauts, sans quoi il n'aurait pas mentionné seulement cela. Cette réponse pleine d'autodérision et de sagesse désarme les critiques tout en préservant votre paix intérieure. Elle illustre parfaitement comment les stoïciens transformaient les attaques en occasion de pratiquer leur philosophie. Dans le monde professionnel, les critiques malveillantes sont monnaie courante. Plutôt que de vous épuiser à les contrer, le stoïcisme propose une stratégie plus efficace. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement améliorer et laissez le reste de côté. Votre énergie est limitée. Pourquoi la dépenser à combattre des jugements qui ne dépendent pas de vous? Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. En changeant votre opinion sur la critique, vous changez son impact sur vous. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Aujourd'hui, n'importe qui peut vous critiquer anonymement. Face à cette réalité, les stoïciens appliqueraient probablement ce principe. Si tu ne dirais pas cette remarque en face à face, elle ne mérite pas mon attention. Construire cette frontière psychologique est essentiel pour naviguer dans le monde moderne sans s'épuiser émotionnellement. Votre tranquillité d'esprit vaut bien plus que le besoin de répondre à chaque détracteur. Un exercice puissant consiste à tenir un journal des critiques. Notez les remarques négatives reçues, puis analysez-les froidement quelques jours plus tard. Vous constaterez que 90% d'entre elles ne méritaient vraiment pas votre énergie. Avec le temps, vous développerez un détachement sain et un instinct plus précis pour identifier les feedbacks utiles. Cet outil simple mais efficace vous aidera à progresser sans vous laisser perturber par le bruit environnant. Les critiques des proches sont souvent les plus difficiles à recevoir car elles touchent notre vulnérabilité affective. Dans ces cas, le stoïcisme nous conseille de distinguer la forme du fond. Même si la remarque est maladroite ou blessante, demandez-vous: Y a-t-il une part de vérité qui pourrait m'aider à grandir? En extrayant le potentiel constructif tout en laissant de côté la charge émotionnelle, vous transformez une situation désagréable en opportunité d'évolution. Sénèque observait que la colère est une faiblesse. Il en va de même pour notre réaction disproportionnée aux critiques. Quand nous nous énervons contre un commentaire, nous donnons en réalité du pouvoir à son auteur sur notre état émotionnel. La véritable force stoïcienne consiste à rester maître de ses réactions. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous contrôlez entièrement l'importance que vous y accordez. Enfin, rappelez-vous ce principe stoïcien fondamental. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Les critiques peuvent pointer des aspects à améliorer, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Comme un rocher reste immuable face aux vagues, votre estime de vous-même peut rester stable quels que soient les jugements extérieurs. Cette conviction intérieure est le bouclier ultime contre les remarques malveillantes ou injustes. Et vous? Quelle critique récente avez-vous réussi à transformer en opportunité grâce à cette perspective stoïcienne? Partagez votre expérience. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes à naviguer avec plus de sérénité dans un monde souvent trop prompt à juger. Les critiques fonctionnent comme des miroirs déformants. Elles révèlent rarement notre véritable image, mais exposent clairement les angles morts de ceux qui les émettent. Quand votre supérieur vous reproche un manque de rigueur alors que vous savez avoir tout vérifié, considérez que sa remarque trahit peut-être sa propre angoisse du contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à devenir des observateurs neutres de ces projections, comme des scientifiques analysant des données. Cette distance analytique transforme la douleur de la critique en une fascinante étude des mécanismes psychologiques humains. Nous passons ainsi de la position de victime à celle d'observateur éclairé. Dans les relations familiales, les critiques répétitives suivent souvent des schémas transgénérationnels. Quand votre mère commente encore votre façon d'élever vos enfants, elle reproduit probablement des dynamiques dont elle-même a souffert. Les stoïciens anciens parlaient de « comprendre les chaînes pour s'en libérer ». Reconnaître ces patterns vous permet de briser le cycle. Vous pouvez entendre la remarque sans nécessairement y réagir, comme on laisserait passer un nuage dans le ciel.
Cette non-réaction consciente est souvent le début d'une véritable libération relationnelle. Le monde professionnel moderne, obsédé par l'évaluation permanente, a institutionnalisé la critique sous forme de feedback et de bilan. Face à cette réalité, le stoïcisme propose une stratégie en 2 temps. D'abord extraire les informations réellement utiles pour progresser, ensuite rejeter le surplus émotionnel qui souvent les accompagne. Un bon exercice consiste à reformuler chaque critique en supprimant tout jugement de valeur. Tu es nul en présentation. Devient, tes slides pourraient être plus aérés et ton débit plus varié. Cette alchimie verbale transforme l'agression en outil de croissance. Les critiques publiques, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, testent particulièrement notre équanimité stoïcienne. Quand des inconnus vous jugent violemment sur Internet, rappelez-vous cette sagesse antique, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ces commentaires sont comme des graffitis sur un mur, temporaires et sans réelle consistance. Votre pouvoir réside dans le choix de les laver ou simplement de laisser la pluie du temps les effacer naturellement. L'énergie que vous ne dépensez pas à les combattre peut être investie dans des projets constructifs. Certaines critiques sont en réalité des appels à l'aide déguisée. Quand votre conjoint attaque votre gestion du budget familial, elle exprime peut-être une anxiété plus profonde face à l'avenir. Le stoïcisme nous invite à pratiquer ce qu'on pourrait appeler l'écoute archéologique, creuser sous la surface des mots pour en trouver les véritables fondations. Cette approche transforme les conflits potentiels en occasion de renforcer les liens et de mieux comprendre les peurs de ceux qu'on aime. Les autocritiques excessives méritent la même analyse stoïcienne que les critiques externes. Quand votre voix intérieure vous répète que vous n'êtes pas assez bon, demandez-vous, qui parle vraiment là? Mes propres standards ou des messages internalisés dans l'enfance? Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait le tribunal intérieur. Examiner ses pensées comme un juge impartial examine des preuves. Ce processus permet de distinguer les véritables axes d'amélioration des vieilles cassettes mentales toxiques. Dans les milieux artistiques ou intellectuels, la critique est souvent un rite de passage. Les stoïciens de l'Antiquité comparaient cela à l'athlète qui s'entraîne avec des poids supplémentaires. Chaque remarque négative bien gérée renforce votre résilience et affine votre discernement. L'exercice consiste à accueillir toutes les critiques comme des données, puis à opérer un tri rigoureux. Gardez ce qui nourrit votre progression, rejetez ce qui ne sert qu'à blesser. Avec le temps, vous développerez une sorte de système immunitaire psychologique. Les critiques sur l'apparence physique touchent une corde particulièrement sensible car elles exploitent nos insécurités primaires. Face à ces remarques, la réponse stoïcienne est radicale. Mon corps est un instrument, pas une œuvre d'art. Son utilité réside dans ce qu'il permet de faire et d'expérimenter, non dans son adéquation à des canons esthétiques fluctuants. Quand quelqu'un commente votre poids ou votre âge, vous pouvez choisir de recevoir cela comme on recevrait un commentaire sur la météo. Un fait extérieur sans réelle emprise sur votre valeur intrinsèque. Les contextes culturels influencent profondément la nature des critiques. Ce qui passe pour de la franchise dans un pays peut être perçu comme de la rudesse dans un autre. Le stoïcisme, en insistant sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, nous invite à considérer ces différences comme des phénomènes climatiques, intéressants à observer, mais pas personnels à prendre. Cette perspective anthropologique élargie désamorce bien des malentendus interculturels. En dernière analyse, la critique parfaite n'existe pas, tout comme le critique parfait n'existe pas. Nous sommes tous des êtres blessés et partiels, tentant de naviguer dans un monde complexe. La sagesse stoïcienne ultime face aux critiques consiste peut-être simplement à pratiquer ce que les anciens appelaient l'humilité du roseau, assez fort pour rester droit dans la tempête, assez souple pour ployer sans rompre. Dans cet équilibre entre fermeté et flexibilité réside l'art véritable de transformer le plomb des critiques en or de la croissance personnelle. Leçon 9. Savoir dire « non » est un acte de courage. Dire « non » semble simple, mais c'est souvent l'un des mots les plus difficiles à prononcer. Nous craignons de décevoir, de paraître égoïste ou de créer des conflits. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que poser des limites claires est essentiel pour préserver notre énergie et notre intégrité.
Un non bien placé peut être un acte de respect envers soi-même et les autres, bien plus qu'un rejet. Imaginez un collègue qui vous demande systématiquement de l'aide au dernier moment, perturbant votre propre travail. Dire « oui » par peur du conflit vous épuise à petit feu. Dire « non » avec calme et fermeté, en expliquant vos limites, protège votre temps et votre concentration. Les stoïciens enseignent que notre énergie est une ressource précieuse. La gaspiller pour satisfaire les attentes des autres nous éloigne de nos propres priorités. Dire non n'est pas un refus de coopérer, mais une affirmation de vos valeurs. Si vous consacrez vos soirées à des projets qui ne vous inspirent pas, par obligation sociale, vous risquez l'épuisement et le ressentiment. En revanche, un non poli mais clair, désolé, je dois me concentrer sur d'autres priorités en ce moment, vous libère pour ce qui compte vraiment. Marc Aurèle écrivait « Dis-toi souvent, je suis maître de mes choix ». Ce contrôle inclut la liberté de refuser ce qui ne vous sert pas. Beaucoup confondent gentillesse et faiblesse, croyant qu'être toujours disponible est une vertu. En réalité, le stoïcisme distingue entre la bonté authentique et la complaisance. Dire « oui » à contre-cœur finit par nourrir la frustration, tandis qu'un « non » honnête permet des relations plus transparentes. Comme le disait Épictète, si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Pratiquer le non stoïcien ne signifie pas être inflexible, mais être intentionnel. Avant de répondre à une demande, posez-vous ces questions. Cette action correspond-elle à mes valeurs? Ai-je vraiment la capacité de le faire sans m'oublier? Ce filtrage vous évite de vous disperser et vous aide à aligner vos actions sur vos principes. Les personnes habituées à votre disponibilité pourraient être surprises au début. Un ami pourrait s'offusquer si vous déclinez une invitation, un patron pourrait tester vos nouvelles limites. Mais avec le temps, ils apprendront à respecter votre temps et vous-même gagnerez en confiance. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement à l'autonomie. Plus vous pratiquez le non nécessaire, plus il devient naturel. Un non bien formulé évite aussi l'agressivité. Plutôt qu'un refus sec, non, je ne peux pas, essayez. Je ne suis pas disponible cette fois, mais merci de penser à moi. Cette approche préserve la relation tout en maintenant votre limite. Le stoïcisme ne prône pas l'égoïsme, mais l'équilibre. Prendre soin des autres sans se sacrifier inutilement. Certaines cultures considèrent le non comme impoli, préférant des formulations indirectes. Le stoïcisme s'adapte à ce contexte. Peut-être une autre fois, ou je dois vérifier mon emploi du temps, peut parfois remplacer un refus direct, tout en préservant votre intégrité. L'important n'est pas la formulation exacte, mais l'intention de ne pas s'engager contre votre gré. Enfin, rappelez-vous que chaque non à quelque chose d'insignifiant est un oui à ce qui compte vraiment pour vous. Refuser une soirée sans importance peut signifier préserver du temps pour votre famille, votre passion ou simplement votre repos. Les stoïciens voyaient cela comme un acte de clairvoyance. Choisir délibérément ou investir votre énergie limitée. Et vous, à quelle occasion récente auriez-vous dû dire non pour mieux respecter vos limites? Partagez votre expérience. Cela pourrait inspirer d'autres à trouver le courage de s'affirmer avec calme et fermeté. Apprendre à dire non commence souvent par un travail d'introspection stoïcienne. Quelles sont mes véritables priorités? Beaucoup de nos « oui » automatiques viennent d'une peur inconsciente de ne pas être aimé ou d'être exclu. Les stoïciens nous invitent à affronter cette peur en nous demandant « Si je dis non, que se passera-t-il vraiment ?» La plupart du temps, nous réalisons que les conséquences redoutées sont bien moins graves que notre anxiété ne le laisse croire. Ce processus de décatastrophisation est un outil puissant pour gagner en liberté intérieure. Dans le monde professionnel, la difficulté à dire non mène souvent au surmenage. Nous acceptons des dossiers supplémentaires par crainte de paraître moins compétents, alors qu'un refus poli accompagné d'une alternative « je ne peux pas m'en charger cette semaine, mais je peux te recommander quelqu'un » démontre au contraire professionnalisme et maîtrise de ses limites. Les stoïciens considéraient la connaissance de ses capacités réelles comme une forme supérieure de sagesse pratique, bien plus impressionnante que la fausse image du super-héros toujours disponible.
Les relations personnelles souffrent tout autant de notre incapacité à poser des limites claires. Combien de parents s'épuisent à satisfaire toutes les demandes de leurs enfants par peur de les frustrer? Le stoïcisme rappelle qu'un « non » bien expliqué, « non, tu ne peux pas sortir ce soir parce que ta sécurité est importante pour moi », est un acte d'amour bien plus profond qu'un « oui » de complaisance. Enseigner aux enfants à entendre et respecter un refus les prépare d'ailleurs à la réalité du monde adulte. Un cadeau bien plus précieux que la satisfaction immédiate de leurs désirs. La pression sociale rend particulièrement difficile le « non » aux invitations ou traditions familiales. On a toujours fait comme ça, n'est pourtant pas un argument valable pour s'épuiser dans des réunions qui ne vous apportent rien. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'art du désengagement sélectif. Choisir en conscience quelles traditions méritent d'être maintenues et lesquelles peuvent être abandonnées sans dommage. Cette approche permet d'honorer ses valeurs sans devenir esclave des attentes héritées. Sur le plan financier, dire non aux dépenses superflues est une application très concrète du stoïcisme. Chaque achat impulsif auquel vous résistez, non, je n'ai pas besoin de cette nouvelle version, renforce votre liberté face au consumérisme. Les stoïciens anciens pratiquaient régulièrement la frugalité volontaire non par ascétisme, mais pour préserver leur indépendance. Une leçon précieuse à l'ère du crédit facile et de la publicité omniprésente. Dans les discussions, savoir dire « non, je ne suis pas d'accord » sans agressivité est une compétence sociale précieuse. Trop souvent, nous acquiesçons par politesse à des propos qui heurtent nos valeurs. Le stoïcisme propose une alternative. Je vois les choses différemment, voici pourquoi. Cette approche maintient le dialogue tout en affirmant votre intégrité intellectuelle. Comme le notait Sénèque, ce n'est pas parce que les autres ont tort qu'il faut les haïr, mais ce n'est pas une raison pour les imiter. Les « non » les plus difficiles sont souvent ceux que nous devons nous dire à nous-mêmes. Refuser une envie de procrastination, une tentation malsaine ou une pensée autodestructrice demande un courage quotidien. Les stoïciens recommandaient de commencer la journée par cette question. À quoi devrais-je dire non aujourd'hui pour rester fidèle à mes principes? Cette pratique transforme le renoncement en affirmation positive de ses valeurs. Bien plus motivant que la simple restriction. Les nouvelles technologies ont rendu le « non » encore plus complexe avec leur sollicitation constante. Notifications, messages, alertes. Chacun réclame notre attention immédiate. Le stoïcisme moderne consisterait à installer des barrières numériques. Non, je ne consulte pas mes emails après 20 heures, pour protéger notre concentration et notre tranquillité. Ces micro-refus technologiques sont peut-être les plus importants aujourd'hui pour préserver notre humanité face à l'invasion numérique. Enfin, le « non » ultime selon le stoïcisme est celui que nous opposons à nos propres peurs et excuses. Non, je ne vais pas laisser ma peur de l'échec me paralyser. Non, je ne vais pas reporter encore ce projet important. Ces refus intérieurs sont les fondations sur lesquelles se construisent une vie de croissance et d'accomplissement. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la pierre jetée en l'air n'a pas le choix de retomber, mais l'homme a toujours le choix de dire non à ce qui l'éloigne de sa nature rationnelle. Dire non avec sagesse n'est donc pas un acte de fermeture, mais au contraire la condition nécessaire pour pouvoir dire oui pleinement à ce qui compte vraiment. C'est dans cet équilibre que réside l'art stoïcien de vivre une vie intentionnelle, où chaque engagement est choisi et non subi. Plus nous pratiquons ce discernement, plus nos « oui » deviennent riches de sens et nos « non » légers à porter. Leçon 10. Le silence, la gratitude et le lâcher-prise sont de puissants outils intérieurs. Dans le tumulte du monde moderne, 3 outils stoïciens brillent par leur simplicité et leur puissance. Le silence, la gratitude et le lâcher-prise. Ces pratiques ne demandent aucun accessoire particulier, seulement un changement de perspective. Le silence n'est pas une absence de parole, mais une présence à soi-même. La gratitude n'est pas un simple merci, mais une façon de recadrer notre vision du monde. Le lâcher-prise n'est pas de la résignation, mais une libération consciente. Ensemble, ils forment une triade capable de transformer notre expérience quotidienne. Prenez le silence dans les conflits. Quand une discussion s'enflamme, notre premier réflexe est souvent de contre-attaquer ou de nous justifier.
Pourtant, une pause de quelques secondes peut désamorcer une tension en coupant le cycle des réactions automatiques. Les stoïciens voyaient dans le silence maîtriser une forme supérieure d'éloquence. Ce n'est pas fuir le débat, mais choisir le bon moment pour s'exprimer. Imaginez une dispute conjugale où l'un des partenaires décide soudain de respirer profondément plutôt que de lancer une pique. Ce simple acte change complètement la dynamique de l'échange. La gratitude, elle, agit comme un révélateur de réalité. Nous passons notre temps à poursuivre ce que nous n'avons pas, en oubliant la valeur de ce que nous possédons déjà. Le stoïcisme propose un exercice simple. Chaque soir, notez 3 choses banales dont vous pourriez vous réjouir. Un repas partagé, un rayon de soleil, une tâche accomplie. Ce rituel ne nie pas les difficultés, mais restaure une juste proportion dans notre évaluation de la vie. Marc Aurèle lui-même commençait ses journées en énumérant mentalement les raisons d'être reconnaissant, préparant ainsi son esprit à affronter les défauts du monde avec équilibre. Quant au lâcher-prise, c'est peut-être l'outil le plus subtil et le plus puissant. Nous gaspillons une énergie folle à vouloir contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les aléas du destin, même le temps qu'il fait. Les stoïciens distinguaient avec soin ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, de ce qui n'en dépend pas, à peu près tout le reste. Pratiquer le lâcher-prise, c'est cesser de lutter contre les vagues et apprendre à surfer sur elles. Un projet professionnel qui échoue, soit une déception amoureuse, passagère. En acceptant ce qui ne peut être changé, nous préservons notre énergie pour ce qui peut l'être. Ces 3 outils s'entrelacent merveilleusement. Le silence permet d'entendre la voix de la gratitude. La gratitude rend le lâcher-prise plus facile. Le lâcher-prise ouvre des espaces de silence intérieur. Ensemble, ils forment une boucle vertueuse qui renforce notre résilience et notre paix mentale. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans épreuves, mais une façon de traverser les épreuves sans se perdre soi-même. Dans un monde de bruit, de désirs insatiables et de contrôle obsessionnel, leur philosophie offre des antidotes étonnamment modernes. Pratiquez dès aujourd'hui cet exercice stoïcien combiné. Dans une situation frustrante, un retard, une critique, commencez par un moment de silence conscient. Puis cherchez un angle de gratitude, au moins cela m'apprendra. Enfin, lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle. Vous découvrirez que ces 3 petits pas peuvent transformer des journées chaotiques en expériences riches de sens. La sagesse n'est pas dans les grandes théories, mais dans ces micro-pratiques quotidiennes qui, accumulées, changent une vie. Le silence stoïcien n'est pas un mutisme passif, mais une écoute active du monde et de soi-même. Dans les conversations, il permet d'entendre bien au-delà des mots, les intentions cachées, les émotions sous-jacentes. Un manager qui se tait après avoir posé une question à son équipe obtient souvent des réponses plus profondes qu'en comblant immédiatement le vide. Les anciens sages comparaient ce silence à une terre fertile. C'est dans ces espaces non cultivés que germent les idées les plus fécondes. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence, le comblant de musique, de notifications et de bavardage. Retrouver la capacité à être simplement présent, sans remplir l'espace, est une forme radicale de liberté intérieure. La gratitude stoïcienne va bien au-delà de la simple liste mentale de choses positives. Elle implique une refonte complète de notre attention. Là où l'esprit ordinaire remarque d'abord ce qui manque, l'esprit entraîné voit d'abord ce qui est présent. Un exercice puissant consiste à imaginer perdre ce que nous tenons pour acquis. Notre vue, notre liberté de mouvement, un être cher. Cette visualisation négative, comme l'appelaient les stoïciens, ne vise pas à nous attrister, mais à révéler la valeur réelle de ce que nous possédons déjà. Essayez. Regardez votre main comme si vous alliez la perdre demain, et vous découvrirez un miracle anatomique que vous aviez oublié d'admirer. Le lâcher-prise stoïcien est souvent mal compris comme une forme de passivité. En réalité, c'est un acte de discernement extrêmement actif. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'abandonner seulement ce qui ne sert pas notre croissance. Comme un arbre qui laisse tomber ses feuilles mortes pour concentrer son énergie sur les nouvelles pousses, nous devons apprendre à distinguer entre ce qui mérite notre engagement et ce qui ne le mérite pas.
Cette sélection rigoureuse est au cœur de la liberté stoïcienne. Nous ne pouvons tout contrôler, mais nous pouvons choisir ou investir notre puissance d'agir. Le silence, la gratitude et le lâcher-prise forment ensemble une sorte de système immunitaire psychologique. Quand la vie nous assaille de mauvaises nouvelles, et elle le fera, ces trois pratiques nous permettent d'absorber le choc sans nous briser. Le silence nous empêche de réagir impulsivement, la gratitude nous rappelle les ressources dont nous disposons encore, et le lâcher-prise nous libère de la lutte contre l'inévitable. Ce trio ne supprime pas la douleur. Ce serait contraire à la philosophie stoïcienne, mais il nous donne les outils pour la traverser sans nous y noyer. Appliqués aux relations humaines, ces outils deviennent particulièrement puissants. Un silence bien placé dans une dispute permet à l'autre de s'entendre parler, souvent pour la première fois. La gratitude pour les qualités de notre partenaire, même dans les moments difficiles, maintient vivace le lien qui nous unit. Le lâcher-prise sur l'idéal de relation parfaite nous ouvre à la beauté de la relation réelle, avec ses aspérités et ses surprises. Les stoïciens comprenaient que les meilleures relations sont celles où chacun reste responsable de son propre bonheur tout en contribuant à celui de l'autre. Dans le domaine professionnel, ces pratiques prennent une dimension stratégique. Le silence en réunion permet d'observer les dynamiques de pouvoir et de saisir le moment opportun pour intervenir. La gratitude envers les collègues, même pour de petites contributions, crée une atmosphère de coopération bien plus efficace que la compétition acharnée. Le lâcher-prise sur les résultats immédiats permet de travailler avec constance sans être paralysé par l'anxiété de performance. Les leaders stoïciens modernes savent que c'est souvent en lâchant le contrôle micromanager qu'on obtient les meilleurs résultats d'équipe. Au niveau sociétal, ces outils offrent des antidotes aux maux contemporains. Le silence comme remède à la cacophonie médiatique, la gratitude comme contrepoids à la société de consommation toujours insatisfaite, le lâcher-prise comme alternative à l'illusion du contrôle total. Les stoïciens de l'Antiquité vivaient dans des temps tout aussi troublés que les nôtres, et c'est précisément dans ce contexte qu'ils ont développé ces pratiques résilientes. Leur pertinence aujourd'hui témoigne de leur profondeur psychologique et philosophique. Pour intégrer ces outils dans votre vie quotidienne, commencez petit. Un moment de silence conscient chaque matin avant de consulter votre téléphone. Une pensée de gratitude pour un objet banal de votre journée. Un petit lâcher-prise sur une contrariété mineure. Comme un musicien qui répète ses gammes, c'est par cette pratique régulière que la maîtrise vient. Les stoïciens ne promettaient pas la perfection, mais le progrès. Chaque jour un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de liberté intérieure. En fin de compte, le silence, la gratitude et le lâcher-prise ne sont pas des techniques de développement personnel, mais des voies d'accès à une vérité plus profonde. Nous ne contrôlons qu'une infime partie de ce qui nous arrive, mais nous contrôlons entièrement comment nous y rapportons. Cette découverte, simple mais révolutionnaire, change tout. Elle transforme les victimes en acteurs, les réactifs en créateurs, les souffrants en sages en devenir. C'est peut-être là le plus beau cadeau du stoïcisme, non pas une philosophie à lire, mais une vie à pratiquer, ici et maintenant, dans le silence, la gratitude et le lâcher-prise du quotidien.